Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zellani. 19h22, merci à tous ceux qui nous rejoignent sur Europe 1. Le projet de loi immigration pourra-t-il être adopté? Telle est la question, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Mais il faut d'abord qu'un compromis soit trouvé lundi par la commission mixte paritaire. Bonsoir Maude Bréjon. Bonsoir. Députée Renaissance des Hauts-de-Seine, merci d'être en direct dans Europe 1 Soir. Vous êtes également porte-parole du groupe présidentiel. Merci également à Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Bonsoir Hélène. Vous nous avez rejoint. Ça tourne un petit peu au casse-tête cette affaire. À votre connaissance, comment se sont passées les nouvelles réunions de la journée entre Elisabeth Borne et les Républicains? Ce que je peux vous dire, c'est que notre porte, elle reste ouverte. Elle était ouverte au Sénat, on l'a vu, on a fait beaucoup de compromis avec les sénateurs LR et les sénateurs centristes. On en a fait en commission des lois. Et on continue dans cet objectif, parce qu'au fond, les choses sont assez simples. Soit à la fin, on a un texte immigration qui est voté avec des mesures qui sont appliquées, et les 4000 étrangers délinquants dont on parle beaucoup sur les plateaux télé, qu'aujourd'hui la loi française nous empêche d'expulser, pourront être reconduits dans leur pays d'origine. Soit il n'y aura pas de texte voté, et ces 4000 étrangers délinquants resteront sur notre sol parce que la loi française nous empêchera de les reconduire dans leur pays d'origine. Et au fond, il y a plusieurs perdants si jamais ça arrivait. Alors on parlera peut-être effectivement de l'image de la vie politique, des partis des uns et des autres. Mais les premiers perdants, ce seront les Français, parce que l'objectif de ce texte, c'est d'apporter davantage de sécurité aux gens qui nous écoutent. Et moi, mon objectif, c'est d'apporter davantage de sécurité aux gens qui nous écoutent. Il n'y a pas besoin de lire les sondages, il suffit de discuter avec vos amis, avec votre famille, dans nos circonscriptions, sur les marchés, pour comprendre que les gens attendent plus de fermeté sur le régalien, plus de sécurité, plus de fermeté en matière migratoire, et ce texte va dans le bon sens. Donc moi, je dis à mes collègues, les Républicains, soyez un peu raisonnables et ressaisissez-vous. Mais justement, est-ce que vous avez le sentiment que les Républicains, en tout cas chez les Républicains, la porte est également ouverte? Je leur souhaite, parce que moi je me demande ce que diront demain les députés les Républicains quand ils vont retourner dans leur circonscription. Comment est-ce qu'ils expliqueront à leurs électeurs, qui jusqu'à preuve du contraire sont quand même des électeurs de droite, qui se sont opposés à l'expulsion de ces 4000 étrangers délinquants, qui se sont opposés à l'obligation, pour avoir un titre de séjour long, de parler français. Mais en l'occurrence aujourd'hui, ce sont eux qui sont en position de force, donc c'est plutôt à vous d'accepter leur exigence. Moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire, à titre personnel, j'ai pas de scrupule à voter un texte plus dur que le texte sorti de la commission des lois du Sénat. Parce que, encore une fois, j'écoute les électeurs de mes circonscriptions, j'essaie d'écouter ce que nous disent les Français, et ce qu'ils nous disent me semble assez clair. Voter un texte plus dur, ça veut pas dire voter tout et n'importe quoi. On sait par exemple que la question de l'AME ne passera pas la rampe du Conseil constitutionnel. L'aide médicale d'État. Bon, oui, voilà, l'aide médicale d'État, excusez-moi, ne passera pas la rampe du Conseil constitutionnel. Donc là-dessus, j'attends à ce que les sénateurs, les Républicains fassent ça pas. À l'inverse, moi j'ai pas de problème à aller plus loin, par exemple sur le durcissement du regroupement familial, parce que ça me semble encore une fois être une attente très forte de nos concitoyens. Donc faisons chacun un pas vers l'autre, mais ça concerne aussi effectivement les Républicains, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour dialoguer, faut être deux. Il y a quand même aussi le gros problème de la régularisation dans les métiers en tension. Ça risque d'être une grosse pierre d'achoppement. Je crois que notre président de groupe, Sylvain Maillard, a déjà dit que nous, on était ouverts à un accord sur la base, excusez-moi, c'est un peu technique, mais de l'article tel qu'il est sorti du Sénat. C'est-à-dire l'article sur lequel s'était mis d'accord le gouvernement, les députés, les sénateurs, les Républicains, Bruno Retailleau en tête, et les sénateurs Union centriste, représentés par Hervé Marseille. Bon, là c'est un grand pas fait dans leur direction. Encore une fois, cet aspect régularisation, pardonnez-moi, c'est un article sur plus d'une cinquantaine d'articles, compris dans le texte sorti du Sénat, et ça concerne quelques milliers de personnes par an. On est très très loin de l'appel d'air, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici ou là. Et ça me semble pas être, mais c'est aussi lié à ma propre sensibilité, le cœur et l'essence même de ce texte, qui doit être un texte de fermeté et de plus de fermeté en matière migratoire. Donc vous êtes plutôt prête, plutôt encline à supprimer cette partie-là du texte, c'est ça? Moi, l'article tel que sorti du Sénat me convient bien, parce que, encore une fois, moi, ma seule boussole, c'est davantage de sécurité pour les gens. Je lisais il y a quelques jours ce que publiait Gérald Darmanin, des exemples de profils, mais réels, de personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas
être expulsés à cause de la loi française. J'invite chacun à aller voir de quoi on parle. On parle de gens qui sont responsables de viols, qui ont été reconnus coupables de viols sur mineurs, de viols conjugales, de violences aggravées, de violences en réunion. Je ne comprendrai pas, et moi je ne sais pas expliquer aux électeurs de ma circonscription, je ne sais pas expliquer à mes amis, à mes parents, que les députés, que les sénateurs, que les élus du peuple n'ont pas pris leurs responsabilités. Et je ne sais pas assumer que ces personnes-là, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord, resteront sur notre territoire. Je ne sais pas faire. Alors ça, c'est votre sensibilité, mais dans votre propre famille politique, il y a également des gens qui sont plutôt issus de ce qu'on appelle de l'aile gauche de la Macronie, qui, en tout cas sur cette question de la régularisation, c'est aussi pour eux un point essentiel. Est-ce que vous avez le sentiment que, en tout cas, également, vos collègues issus de l'aile gauche sont prêts à faire ce pas, comme vous? Je crois d'abord qu'on entend tous les aspirations des Français et que la question de la sécurité et des attentes en matière migratoire, aujourd'hui, c'est plus une histoire de droite ou de gauche. Mon sentiment, c'est que ça transcende les territoires de France, que ça transcende les classes sociales. Une fois qu'on a dit ça, je respecte évidemment les sensibilités de chacun. Et c'est pour ça que je dis et je redis que les sénateurs doivent aussi faire un pas vers nous. Parce qu'à la fin, encore une fois, la question c'est est-ce qu'on vote un texte ou est-ce qu'on vote pas de texte. On a quand même fait un certain nombre de pas, nous, depuis quelques semaines, notamment sur ce qui a été fait au Sénat. On a dit qu'on était prêt à garder un certain nombre de dispositions, c'est encore le cas aujourd'hui. Bon, voilà, à eux également de mettre de l'eau dans leur vin. Maude Bréjean, je voudrais reprendre les mots d'Annie Genevard, qui est députée LR du Doubs et qui fait partie de la fameuse CMR, la fameuse commission mixte paritaire. Donc évidemment, sa voix est très importante. Oratrice sur le projet de loi immigration, elle a dit plusieurs fois il est impossible de faire du en même temps sur ce sujet. Est-ce que finalement, c'est pas le problème? Depuis le début, Emmanuel Macron essaie de faire du en même temps et ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est pas un texte de en même temps. Je crois que c'est un texte de bon sens. Expulser les personnes qui sont responsables de crimes ou de délits très graves, les expulser de notre sol, c'est du bon sens. Faire en sorte que votre nounou, qui depuis quelques années est sur le sol français, parle français, respecte les lois de la République, mais n'a pas aujourd'hui des papiers en bonne et due forme, puisse être correctement intégré parce qu'on en a besoin, c'est également du bon sens. Et je prends l'exemple de la nounou, mais on sait très bien que c'est le cas dans la restauration. Moi, je travaillais avant dans le secteur du nucléaire. Je peux vous dire qu'on ne saura pas relancer le nucléaire comme on souhaite le faire si on n'a pas une main-d'œuvre également issue de certains pays étrangers. Et il me semble, en tout cas, c'est la lecture que je fais des différents sondages qui sont sortis, que tant sur la globalité du projet de loi que sur cette mesure, les Français étaient favorables. Alors, Maude Bréjean, on va marquer une petite pause. Vous restez avec nous également, Jacques Serret. On va se retrouver juste après pour continuer à parler de ce projet de loi. Europe 1 Soir, 19h-20h. Hélène Zélani. 19h32 sur Europe 1. On continue à parler de ces négociations autour de la loi immigration. La députée Renaissance Maude Bréjean est toujours avec nous, ainsi que vous, Jacques Serret, du service politique d'Europe 1. François Bayrou qui vient de faire une déclaration chez nos confrères de C'est à vous, François Bayrou, voilà, qui fait partie de ces chefs de parti, qui est chef du MoDem, parti allié de Renaissance, parti présidentiel, qui vient de faire cette déclaration. Un texte voté sans débat à l'Assemblée, donc ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu une motion de rejet, serait un gâchis épouvantable, estime François Bayrou. Donc il estime qu'en tout cas, visiblement à ses yeux, ce n'est pas la bonne marche à suivre, ce qui se joue en ce moment, cette question de la commission mixte paritaire. Quelle est votre réaction, Maude Bréjean? Moi aussi, j'aurais beaucoup aimé débattre pendant 15 jours. J'aurais beaucoup aimé débattre. Et pour ça, il aurait fallu que la motion de rejet ne soit pas adoptée lundi dernier. Force est de constater qu'elle l'a été, c'est le vote de mes collègues, je le déplore et en même temps, je le respecte. Une fois qu'on a dit ça, on a une urgence. Et l'urgence, encore une fois, c'est de répondre aux attentes criantes et croissantes des Français sur la question de la sécurité et sur la question de l'immigration. Je nuancerai un petit peu cette question du non-débat, parce que il y a eu un débat qui a duré longtemps au Sénat et il y a eu des dizaines et des dizaines d'heures de débat à l'Assemblée nationale au sein de la commission des lois, je crois 70 ou 80 heures, vous le savez mieux que moi. Et effectivement, il y a cette décision qui a été prise lundi par nos collègues. Bon, ça nous emmène à la commission mixte paritaire. Donc en fait, ça reste un cheminement démocratique
d'un projet de loi, même si c'est pas celui auquel moi j'aspirais. Et une fois qu'on a dit ça, je pense que les Français, ce cheminement-là, certes, peut-être que ça les intéresse, mais ce qui compte, c'est quand même le résultat, c'est quand même d'avoir un texte efficace qui soit appliqué à la fin. Mais gâchis épouvantable, les mots sont forts en l'occurrence, et je pense qu'ils vont faire réagir la classe politique dans les prochaines heures et jusqu'à demain. Qu'un chef de parti du MoDem allié au parti présidentiel prononce ces mots, est-ce que ça vous fait craindre un éventuel effritement de la majorité pour voter le texte en cas d'accord justement dans cette commission mixte paritaire? Non, parce que qui est responsable de ce gâchis ? C'est pas les députés de la majorité. C'est pas les députés de la majorité qui ont voté. Donc vous faites confiance aux députés du MoDem pour quand même voter malgré ces propos de François Bayrou? Qui ont voté en faveur de la motion de rejet. C'est les députés de l'opposition qui sont responsables de ce gâchis, si c'en est un, pour reprendre les mots de François Bayrou. Donc moi j'ai confiance en l'unité de la majorité. Elle a été, je crois, parfois mise à rude épreuve et en même temps largement démontrée depuis 2017 maintenant, donc 6 ans et demi. Il faudrait qu'on donne aussi la suite de la phrase. Maintenant, au départ, on n'avait que cette phrase, gâchis épouvantable. Il a quand même ajouté autre chose. Il a dénoncé l'attitude des oppositions au Palais Bourbon, une espèce de caricature à la fois cour de récréation et ring de boxe. Oui, alors là, je ne peux que lui donner, raison. Et c'est d'ailleurs ce qu'observe, je crois... Ce qu'avait dénoncé Emmanuel Macron d'ailleurs cette semaine en parlant d'incohérence et de cynisme du Parti socialiste et des Républicains. Et ce qu'observent nos compatriotes depuis maintenant des mois au sein de l'Assemblée nationale. Moi, ça me frappe beaucoup quand je vais à Antony, à Châtenay-Malabry, dans ma circonscription, ce que me disent les gens et l'image qu'ils me renvoient de notre Assemblée. C'est délétère pour... chacun des députés que nous sommes est délétère pour l'image de la vie politique en général, parce que on n'a pas le sentiment, parfois, quand on regarde les débats en hémicycle, que ce qui guide certains groupes, et force est de constater que je parle un peu plus de la NUPES que du reste de l'hémicycle, que ces élus sont guidés par l'intérêt général et par les débats de fond. Justement, c'est ça aussi dont je voulais vous parler. Comment convaincre les Français que c'est important de voter, qu'il faut croire en la politique, croire en les hommes et femmes politiques, quand on voit ce spectacle de députés qui finalement votent avec des arrière-pensées, avec des envies de revanche aussi, on l'a entendu vis-à-vis de Gérald Darmanin, et pas forcément pour l'intérêt général, parce qu'il semble, selon les sondages, que 80% des Français souhaitent cette loi sur l'immigration. La politique politicienne, je le déplore, mais il me semble que ça a existé de tout temps. Et ça en est la preuve. C'était une preuve très flagrante. Et c'est effectivement extrêmement dommageable. Mais je pense que ça ne concerne pas l'ensemble des hommes et des femmes qui font de la politique, loin de là. Moi, je vois dans mes collègues de tous bords, d'ailleurs, des gens qui ont de réelles convictions. Je le vois chez moi, dans ma circonscription, auprès des élus locaux. Faire de la politique, au fond, c'est quoi ? C'est s'occuper des gens et c'est essayer de changer à notre petit niveau le quotidien des Français. Moi, j'ai été députée depuis 1 an et demi. Avant, j'étais ingénieure, j'étais dans le nucléaire, j'avais un tout autre travail. Je me suis engagée pour essayer de répondre à ces aspirations-là, encore une fois, avec le pouvoir qui est le mien. Et derrière, c'est des enjeux tels que l'école, c'est des enjeux tels que la santé, c'est des enjeux tels que la sécurité, et c'est le personnel politique et le pouvoir public qui régit ces secteurs-là. Donc bien sûr qu'il y a encore de la marge de manœuvre. Bien sûr qu'il y a encore des femmes et des hommes qui s'engagent sincèrement. Moi, j'en connais beaucoup. Et je déplore évidemment que le comportement de ce qui est parfois une minorité qui privilégie le tweet et le buzz aux résultats concrets prennent le pas sur l'engagement sincère de beaucoup d'autres, avec qui je suis d'ailleurs pas toujours d'accord, loin de là, mais je reconnais cet engagement qui peut être sincère. Un texte trop à droite, en tout cas, pourrait éveiller les réticences chez certains de l'aile gauche de la Macronie à voter le texte dans l'hémicycle en cas d'accord en commission mixte paritaire. Est-ce que vous ne craignez pas de vous retrouver dans la situation d'espérer les voix du Rassemblement national pour faire passer ce texte ? Non, et on a bien démontré depuis le début qu'on
on ne comptait pas sur les voix du Rassemblement national pour faire passer ce texte. Moi, ce que j'observe, c'est que dans les moments difficiles et quand ça tanguait, la majorité a toujours été soudée. On veillera pendant l'ensemble des négociations, et c'est ce que fait la Première ministre, c'est ce que fait Gérald Darmanin, c'est ce que fait notre président de groupe et nos représentants au sein de cette commission mixte paritaire, à avoir un accord qui soit le plus près possible du centre de gravité du groupe. Ça ne veut pas dire que chacun sera contenté sur l'entièreté de ce qu'il souhaitait initialement, mais il y a vraiment cet effort-là qui est fait, et donc je ne doute pas qu'au regard de l'effort qui est fait, chacun fera attention ensuite à préserver cette unité, parce que cette unité, bien au-delà du texte, c'est une condition absolument nécessaire pour le déroulement de la suite du quinquennat, et il reste encore 3 ans et demi. Alors justement, la suite du quinquennat, vous parliez des perdants avant la pause. Est-ce que finalement le plus grand des perdants, ça n'est pas Emmanuel Macron si jamais cette loi n'arrive pas à son terme ? Je crois que le plus grand des perdants, si la loi n'arrivait pas à son terme, c'est les Françaises et les Français qui sont en train de nous écouter. Et j'insiste vraiment là-dessus. On parlait du sens et du rôle de la politique. Le rôle de la politique, c'est d'influer le quotidien des gens. Cette loi, elle doit être appliquée parce qu'elle permet d'apporter plus de sécurité dans le quotidien de celles et ceux qui nous écoutent, tout simplement. Mais le président veut aller vite, on sent bien. Il voudrait que la loi soit adoptée avant Noël. Il a vraiment envie de passer à autre chose. Et parce qu'il faut mettre chacun en face de ses responsabilités. Il n'y a pas de raison de feuilletonner sur une question comme ça. Les choses, encore une fois, sont assez claires. Il y a cette essence même du texte qui est de permettre des reconduites à la frontière plus efficaces et mieux exécutées. Est-ce qu'on veut le voter ou pas ? Quand le président de la République et la Première ministre utilisent des dispositifs tels que le 49.3, on dit ils ne respectent pas le Parlement. Ben là, on ne va pas utiliser le 49.3. Il n'y a pas de menace de 49.3, il n'y a pas de menace de dissolution. On dit à chacun, prenez vos responsabilités. Et s'il n'y a pas de texte et que vous en êtes responsable, eh ben vous irez l'expliquer devant vos électeurs. Et à un moment, c'est aussi ça la démocratie. À ce stade, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ressort affaibli de cette séquence. C'est la première ministre Elisabeth Borne qui reprend les choses en main. C'est elle désormais qui mène les négociations. Est-ce que, dans le cas d'un échec, si ce texte n'aboutit pas, la première ministre serait elle aussi affaiblie? Et est-ce qu'elle devrait, selon vous, remettre son mandat en jeu, démissionner, tel que l'a proposé le ministre de l'Intérieur il y a quelques jours? Non, je me permettrai certainement pas de dire ça, et je le pense pas. D'ailleurs, c'est une prérogative du président de la République et du président de la République seul. Donc, je pense pas que la parlementaire peut continuer avec Elisabeth Borne à Matignon en cas d'échec de ce texte? Mais ce que je remarque, c'est les 40 ou 50 textes qui ont été adoptés depuis 18 mois déjà. Donc on a montré qu'on savait faire des compromis. Et je vais vous dire, comme me l'a toujours dit mon papa, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc depuis des semaines, des mois, on discute avec les oppositions de ce texte. On est encore dans une dynamique de compromis. Notre main reste tendue. Voilà. Et si à la fin, les intérêts partisans continuent à prendre le pas sur l'intérêt général, Elisabeth Borne n'en sera absolument pas comptable. Je vous pose la question parce qu'il y a un homme, en tout cas, qui semble se positionner en éventuel recours à Elisabeth Borne. C'est Bruno Le Maire qui a pris la parole ce matin dans les colonnes du Figaro et qui appelait justement à adopter ce texte du Sénat, à prendre une version dure, en tout cas, voilà, en appelant les LR à faire des compromis, mais il soumettait 2 conditions. 1, reconnaître la défaite de la majorité, et 2, reconnaître la victoire des LR. Est-ce que vous, en tant que député de la majorité, vous reconnaissez la victoire des LR aujourd'hui? Je sais pas. Je ne vois pas en quoi le fait de rejeter un texte, encore une fois, aussi important, plébiscité par 3 Français sur 4, et majoritairement dans l'électorat de droite, pourrait être une victoire pour les Républicains. C'est indéniablement pas une victoire pour la majorité, et c'est un échec collectif, je pense qu'il faut le dire. Mais je crois que c'est la victoire de personne. Ni des Républicains, ni de l'image qu'on a renvoyée de la vie politique. Est-ce que c'est le rôle d'un ministre de l'économie Bruno Le Maire est un ministre de premier plan, qui est extrêmement important au sein de la majorité, et il a des convictions fortes en la matière, il a une histoire politique, il a un ancrage politique, et donc moi ça me semble tout à fait légitime, vu la stature et le poids politique qui est le sien, qu'il puisse s'exprimer sur la question. Et puis faire de la politique, c'est pas toujours s'exprimer uniquement sur les sujets qui sont les nôtres. D'ailleurs, Gérald Darmanin s'est aussi parfois exprimé sur des sujets qui touchaient au portefeuille
portefeuille de Bruno Le Maire ou d'autres d'ailleurs. La majorité, c'est aussi un lieu de débat et je pense que c'est ça. Il ferait un bon Premier ministre? C'est au président de la République de le dire. En tout cas, c'est un excellent ministre de l'économie. Est-ce que ce qui s'est passé dans l'hémicycle lors du vote de la motion de rejet, cette union de l'extrême droite, de la gauche, cette union des contraires, de la carpe et du lapin, on peut dire certains, vous ne pensez pas que ça va leur donner des idées à l'avenir et que finalement ça peut mettre en échec toutes les réformes que voudra lancer le gouvernement? C'est vraiment accepter de foncer dans un mur s'ils décident de faire ça. Parce que ce qui s'est quand même passé lundi, c'est qu'une majorité de Français, 70-80% qui plébiscitaient le texte, une majorité de Français n'a pas été représentée par une majorité au sein de l'hémicycle. Et vraiment, je pense que si on veut continuer à éloigner les gens de la vie politique et à déconstruire l'image des élus, faut vraiment continuer dans ce sens-là. À la fin, il y aura des bons résultats et on continuera à voir la participation aux différentes élections s'éroder. Moi, je me mets à la place des gens qui ont vu ce qui s'est quand même passé lundi. C'est-à-dire qu'on avait la France insoumise qui veut globalement régulariser l'ensemble des sans-papiers, voter avec les LR, eux-mêmes voulant réduire l'immigration, se faire la béquille de l'extrême droite. Enfin, il faut faire un schéma, c'est à rien y comprendre. Donc vraiment que chacun se ressaisisse et assume ses convictions, mais uniquement ses convictions. Merci beaucoup Maude Bréjon d'avoir été en direct dans ce studio, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, et merci à vous Jacques Serret. On va en venir maintenant à un sujet difficile. Après une petite pause de pub, on va parler de la loi sur la fin de vie. Une première mouture a été dévoilée aujourd'hui.